Ouviríamos agora a sessão intitulada O Pavilhão Musical, por Xavier Veillant, com a duração de 20 minutos. Bonsoir. Donc, je m'appelle Xavier Veillant, je suis artiste dans le domaine visuel et pendant 20 minutes, je vais vous parler principalement de Studio Venezia, une expérience visuelle et musicale qui a eu lieu dans le pavillon français à la Biennale de Venise. Ça s'est terminé en novembre. Ça a duré 7 mois. L'ambassadeur de France au Portugal était là avec sa femme et avec eux à peu près 600 000 visiteurs. Pardon. On va d'abord regarder un film pour que vous sachiez de quoi il s'agit. The acoustics here are incredible. I really like them a lot. It was really alive. On me dit qu'il faut faire une petite pause pour laisser le temps au public de rentrer. Donc on s'interrompt. Si quelqu'un a des dons, spectacles de mime, etc., ça peut être bienvenu. The acoustics here are incredible. I really like them a lot. It was really alive. It's like almost like a church. Let's get it real. Come, my brothers, let us go to Canada. Like it's faster than Canada, bro. J'ai compris que Xavier cherchait à rendre visible le temps de travail en studio. Ça suit vraiment à la fois le flow des gens et le flow des artistes qui passent.
the first rule of recording in a recording studio is no one is allowed in unless they're playing. At one point I said to the musicians, this is weird, we're supposed to just ignore these people, it's like they're ghosts. And he said, well, there's a lot of ghosts. Hello, Sonra. Sonja. Sonra. Jazz. On a accepté de jouer le jeu, donc on accepte aussi de donner un petit peu. Et nous, c'est important qu'on joue pour voir où sont les détails d'erreur et tout ça. On est en train de faire une sorte de hold-up artistique. On a amassé un matériel incroyable. C'est la construction d'une grande pièce musicale qui s'étire avec une centaine de musiciens et qui est un objet en soi. Voilà, ça vous donne une idée de ce qu'on a fait à Venise. C'était un travail d'équipe, bien sûr, et c'était un travail qui tentait d'approcher la pratique musicale dans le cadre d'une citation sculpturale qui était partie du Merzbau, une œuvre de Kurt Schwitters, une œuvre des années 20 et 30, qui est en sorte une sorte de prototype de ce qui est devenu l'installation en art contemporain. Donc on a choisi quelques images de mon travail qui peuvent vous donner une idée de la diversité. Je suis plutôt un artiste connu pour les sculptures et un travail en général sur la représentation au travers d'images et d'objets. Mais là, ce qui m'a attiré à Venise, c'était d'une manière un petit peu différente de convoquer la musique, parce que ce qui m'intéressait, c'était la beauté en fait du moment musical, qui est un moment très particulier. Avec le développement des technologies, on est de plus en plus aujourd'hui en contact avec la musique sous une forme très accessible numérique, mais toute la musique auquel on a accès est enregistré et on a très peu d'occasions de se retrouver en présence de la musique en train de se faire. Donc le postulat de départ de ce pavillon, qui était assez ambitieux et qui ne touchait pas quelque chose de quantitatif, mais plutôt une expérience partagée par très peu de gens, c'était de tenter de mettre en contact des personnes par surprise, des visiteurs qui viennent visiter plutôt une biennale d'art visuel, avec la musique au moment de sa création et au moment de son élaboration. Et quoi de mieux pour ça que de construire un studio qui est l'endroit où on va figer définitivement la musique, en espérant que le moment va arriver où le musicien va trouver ce qu'il veut faire et qu'à ce moment-là, qui est un moment très intime normalement, on se retrouve dans une situation avec un public, ce qui était de casser un peu un tabou de l'intimité du travail du studio, mais de permettre à des gens d'accéder au moment, ce moment de référence pour moi qui est, je ne sais pas si vous voyez ce moment très particulier quand vous allez dans un concert de musique classique, où la musique n'est pas amplifiée et que l'orchestre s'accorde. Vous êtes avant la musique, avant que la musique ne soit figée, avant qu'elle ne soit mise en place. Et c'est ce moment-là où la matière sonore se développe dans toute sa beauté, dans toute sa fraîcheur, on pourrait dire, qu'il se passe quelque chose de particulier. Et en suivant ce modèle, je voulais essayer de créer une situation où le public était mis en présence
au long de ces 7 mois, avec un moment musical très particulier et un moment bien sûr où l'espace du son était aussi un espace visuel, un espace dans lequel on pouvait déambuler de manière assez libre et on n'était pas soumis aux contraintes d'unité de lieu, de temps, de la salle de concert habituelle, c'est-à-dire où on pouvait un peu comme ce soir circuler, aller d'un endroit à un autre. Donc un espace de liberté. Évidemment, la difficulté, c'était de briser un peu cette convention du côté privé du lieu d'enregistrement et d'ouvrir la porte d'un studio, puisque ça générait beaucoup de perturbations, le bruit potentiel des gens avec leur téléphone. Et donc on établissait une sorte de pacte avec les visiteurs qui était implicite. Il n'y avait pas beaucoup d'indications écrites, il y avait un journal à l'entrée, mais en fait la situation et surtout l'acoustique du lieu, on a beaucoup travaillé sur l'acoustique, était une indication que là se passait quelque chose de musical qu'il fallait respecter. Donc ce qui s'est passé, c'est que les musiciens se sont succédés, c'était comme une sorte de très long festival. Comme pour moi, je l'ai vécu comme une sorte de week-end magnifique qui serait étiré sur plusieurs mois, sur 7 mois, où j'allais à la fois accueillir les musiciens au Vaporetto, au bateau-taxi, où on allait dîner ensemble, on préparait les choses, et où il y avait une forme d'intimité qui se développait non seulement autour d'une rencontre, mais aussi autour d'un travail en commun. Moi, je ne travaillais pas beaucoup, hein, mais j'aidais un peu les musiciens à appréhender cet outil très particulier. Et pour les musiciens, c'était une expérience qui était d'abord déstabilisante, et ensuite, qui, après un moment où chacun des musiciens devait trouver ses marques, devenait quelque chose d'assez addictif en fait, pour eux, puisque le moment de création était en quelque sorte accompagné par un public qui avait choisi de rester là, qui était venu là un petit peu par hasard. Et donc il y avait une dimension très forte de connivence et d'accompagnement. Et la manière dont les musiciens ont été déstabilisés d'abord, puis gratifiés par cette expérience, a dépassé de loin ce que j'attendais. Ensuite, il y avait deux ingénieurs du son qui se sont succédés, un studio très particulier au niveau de la qualité technique, puisqu'il était prêté par Nigel Godrich, qui est un producteur qui est très connu pour son travail en particulier avec Radiohead. Et ce studio était très particulier en qualité. C'était un studio qui date avec une console qui date des années 70 et qui produit une qualité sonore très, très spécifique, qui est très prisée par les musiciens, en particulier dans le domaine plutôt du rock et de la musique pop, mais qui s'est avérée être extrêmement efficace aussi pour des musiques d'improvisation, du jazz contemporain, le spectre des musiques qu'on a exploré allant de Ravel à Debussy, en passant par Steve Reich et de la musique électronique, des musiques très différentes, de la musique baroque. Donc il fallait un outil très polyvalent. En fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que au-delà de nos espérances, on a accumulé un matériel très important, puisque d'habitude un studio produit quelques minutes de musique par jour. C'est un travail très méticuleux et où il y a un ratio entre le temps passé et la musique produite qui est assez faible. Et là, en fait, sous l'effet de la mise aux yeux du public de ce processus, les artistes se sont mis à pratiquer quelque chose qui était entre l'enregistrement et la performance. Et donc il y avait, je ne sais pas si vous connaissez les MTV Unplugged ou les Peel Sessions de la BBC, qui génèrent un peu quelque chose d'approchant. Il y avait un sentiment d'urgence dans ce qu'on a enregistré,
qui est assez séduisant parce qu'il était allié aussi à une grande qualité sonore. Et comme on avait avec Christian Marclay, qui était l'artiste associé à la programmation, et un des deux commissaires du pavillon, on avait beaucoup travaillé sur la programmation. On avait des artistes plus ou moins connus, mais qui étaient tous de très grande qualité. Et ça a produit en fait à la fin une quantité de musique dont on ne sait pas très bien comment la gérer aujourd'hui, puisque on va sans doute faire une sorte de radio avec des podcasts. Dans les artistes invités, il y avait beaucoup d'artistes vénitiens. On a travaillé en association avec le conservatoire local, mais aussi des gens beaucoup plus connus comme Thurston Moore qu'on a vu tout à l'heure, Nigel Godrich, donc le producteur, Lee Scratch Perry qu'on a vu également, ou bien Brian Eno par exemple, qui nous a fait le plaisir de venir et de travailler avec sa fille sur des pièces vocales. En fait, ce qui se passe maintenant, c'est que, au-delà de cette expérience vénitienne, qui était pour moi quelque chose qui a dépassé toutes les expériences d'exposition que j'ai pu faire avant, qui m'a mis dans une situation d'exposition comme on pourrait être exposé à une radioactivité, ça m'a exposé à la créativité musicale. Et j'en suis sorti en fait complètement transformé, c'est-à-dire qu'avec une certaine naïveté, je pense que j'initiais quelque chose où je pensais transformer un rapport à la musique et un rapport aux arts visuels, ce qui est déjà une grande ambition. Mais en fait, je n'avais pas du tout réalisé qu'en me mettant au milieu de ce processus, j'allais être complètement affecté par ce qui s'était produit artistiquement. Et je sors de cette expérience complètement dans une forme d'interrogation et un peu hébété. Et en me demandant ce que je vais faire maintenant comme œuvre qui puisse être une expérience qui puisse dépasser celle-ci. Et alors, dans un premier temps, le projet va voyager. Il va venir à Lisbonne, au MAT. La date n'est pas encore précisée, mais d'à peu près 1 an. Et il va aller à Buenos Aires avant, au CCK. Et on travaille sur Londres et Berlin. Et également, on aimerait le faire à Paris, à Brooklyn. C'est un projet qu'on espère voir essaimer un petit peu partout. Je crois que... oui, je voulais parler d'une expérience aussi qui a été très intense pour moi, pardon, j'avais oublié. On a invité, entre autres, la compositrice Eliane Radig, qui est une compositrice qui a un travail très particulier. Je vous conseille c'est une femme qui a aujourd'hui 85 ans et qui a développé dans l'ombre de compositeurs plus connus un travail extrêmement minimaliste. Et on a eu la chance d'avoir un enregistrement qui était une première d'une pièce qui s'appelle Systema Occam, qui est une pièce qui dure 1 heure. Et l'enregistrement est exceptionnel. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup des artistes qui ont travaillé à Studio Venezia maintenant sortent des disques avec ce qui a été fait sur place, ce qui est largement au-delà des espoirs que j'avais au départ, puisque je pensais plutôt à un dispositif expérimental qui en fait a découlé sur une production qui me dépasse largement. Voilà. On va regarder, pour terminer, un autre petit film. Donc je vous remercie. Obrigado. Only
Para fazer perguntas ou trocar ideias com os conferencistas,